Donc, le premier aspect à connaître sur la carte mère sont vraiment les composants électroniques. Comme je l'ai dit, on commence par le processeur. Ici, on a plusieurs types de processeurs. Avec celui-ci, lui, avec le CPU intégré, le PCH et la carte graphique. Tous les trois sont là à l'intérieur. Nous allons continuer avec d'autres composants. Je vais prendre d'abord les plus gros. Donc, ici, nous avons les slots des RAM qui sont également très, très importants. La RAM communique directement avec le CPU et dans certaines cartes mères, la RAM communique directement avec la carte graphique. Vous devez donc connaître, non seulement vous devez connaître les composants, mais vous devez connaître avec qui chacun interagit de manière directe ou de manière indirecte. C'est très important. Donc, la RAM communique avec le CPU directement pour cette carte mère-ci et indirectement pour d'autres cartes mères. Pour d'autres cartes, elle communique plutôt directement avec la carte graphique. Nous avons également d'autres connecteurs comme ceci, connecteur de la carte Wi-Fi. Nous avons également un autre connecteur ici pour la pile CMOS. La pile CMOS qui est très, très importante pour le démarrage de la carte. Mais sachez qu'elle est également importante pour l'affichage parce qu'il y a une zone à l'intérieur de ce processeur qu'on appelle la Mi Region. C'est une zone qui est très importante. Et on a la zone du RTC également. Il y a encore quelqu'un qui est venu laisser son micro. C'est pas parce qu'il y avait les gens là. Donc, on a également la zone du RTC à l'intérieur du PCH. À l'intérieur du PCH. Et cette zone-là est alimentée par la pile CMOS. Les gens se demandent toujours pourquoi est-ce qu'on met la pile. Pourtant, il y a déjà, quand on branche la carte, ça fonctionne. C'est-à-dire, ça devrait s'alimenter. Non, la pile est justement là parce que il y a des composants sur cette carte qui ont besoin d'être alimentés en permanence. Et s'il n'y a pas d'alimentation, évidemment, on risque d'avoir des erreurs au niveau des données. Lorsqu'on va réalimenter la carte, il y aura des difficultés au niveau de la circulation de certaines données. Et certaines erreurs peuvent également s'introduire. Donc, c'est ça qui fait que parfois, vous avez des bugs sur votre carte mère et du coup, soit l'ordinateur ne va même plus s'allumer, soit ça va s'allumer, mais il y aura des dysfonctionnements. Dans certains cas, ça peut s'allumer pour vous voyez que l'heure est revenue à la date de départ, à la date initiale qu'il y avait au départ quand on a fabriqué l'ordinateur, la carte mère. Donc, c'est un peu ça. Donc, ça crée beaucoup de dysfonctionnements, que ce soit au niveau du démarrage ou au niveau de l'affichage. La pile CMOS a un impact très grand, très, très grand. Et durant la formation, on va entrer en profondeur là-dessus. Vous allez comprendre quel est l'impact, à quoi sert réellement cette pile, comment est-ce que ça intervient au niveau du PCH, comment est-ce que ça intervient dans d'autres zones, parce qu'il n'y a pas que le PCH, ça agit sur d'autres zones également. Donc, voilà, ça c'est un composant donc très, très important. Vous voyez qu'au fur et à mesure que j'évolue, vous êtes en train de voir différents composants, leurs fonctions et l'impact qu'ils peuvent avoir. Nous avons les différents connecteurs qui sont là. Vous allez constater que sur les 4 on a des connecteurs. C'est justement ces connecteurs qui permettent de communiquer avec d'autres périphériques, comme les clés USB. Tout ce qui est USB, ça peut être des imprimantes, ça peut être des clés USB, ça peut être des écrans d'ordinateur pour l'affichage externe. Ça peut être d'autres écrans avec des câbles RJ45. Donc, on a également la batterie. Vous voyez, on a plusieurs connecteurs là. Ça, c'est le connecteur de la batterie. Donc, on a plusieurs connecteurs. On a le connecteur de la carte Wi-Fi. Donc, tous ces connecteurs sont très importants. Et au niveau de ces connecteurs-là, on a donc plusieurs pins. On a généralement les pins. Et on reviendra sur les pins là pour voir les différentes communications, les différentes pattes, à quoi ça sert. C'est très important de le savoir. Nous avons d'autres composants sur la carte mère. Comme je l'ai dit avant qu'on arrête là, donc
On a les condensateurs, il y en a qui sont un peu plus gros que les autres, ceux qui sont en électrochimique là. Et nous avons également les condensateurs en céramique qui sont tout petits. Je vous ai montré ça tout à l'heure. Donc, je passais au niveau des résistances. Au niveau des résistances, la résistance, comme je vous l'ai dit, elle s'oppose de manière passive au passage du courant. Donc, je vais vous mettre ça un peu agrandi, parce que les composants sont généralement très petits. Du coup, parfois, il faut vraiment de très bons yeux se rapprocher pour bien le voir. Donc là, c'est une résistance. Donc là, je suis en train de vous montrer là, on a une résistance. Donc, voici une résistance ici. Ça, c'est une résistance. Même celle que vous voyez ici en tout petit noir ici, c'est la résistance, c'est une résistance. On en a encore ici de ce côté. Et elles sont très importantes, ces résistances. Elles sont souvent placées soit en série, soit en parallèle. Tout ça, ça permet de pouvoir retransformer la tension qu'on obtient, qu'on a sur la carte mère. On verra cela plus tard. Donc, ces résistances sont vraiment très importantes. Comme je vous l'ai dit, ça permet vraiment de diminuer. Quand on a une résistance, forcément, on aura donc une baisse en termes de tension. Donc, la tension va baisser. Donc ici, ceux-ci ont généralement des éléments qui sont au-dessus des écrits là. Ça permet de lire la valeur directement, comme ici c'est le cas. Ici, on a une résistance de 2,2 ohms. Donc là, ça permet de voir directement sa valeur. On reviendra dessus en profondeur. Donc, je vous montre juste de manière globale les composants. Donc, on a également les MOSFET. Les MOSFET sont très importants parce qu'ils jouent généralement le rôle soit d'interrupteur, soit ils jouent le rôle de porte ouverte. Ils jouent le rôle de porte ouverte ou bien d'amplificateur également. Ils sont très importants. Je vous assure qu'avec l'apparition des MOSFET, ça a vraiment révolutionné le monde de l'électronique. Beaucoup de choses ont changé avec l'apparition de ce type de composants. Donc, les MOSFET sont très importants. Par exemple, ici, nous sommes dans la zone alimentation. Voilà, c'est le DC-in. Donc là, c'est la tension 19 volts qui entre là. Ça va passer par le premier MOSFET, après entrer dans le deuxième MOSFET, arriver dans la résistance de charge. Donc, ces MOSFET-ci, à ce niveau, jouent le rôle d'interrupteur, tout simplement, d'interrupteur. C'est simplement ce rôle-là qui joue ici, un peu comme vous avez l'interrupteur dans votre maison. C'est la même chose. Donc, on peut dire ici qu'on a mis deux interrupteurs. À quoi ça sert donc ces interrupteurs-là? Généralement, le MOSFET a trois parties. On a la source. La source, c'est les trois premières parties que vous voyez là. La gate est là, c'est la quatrième partie que vous voyez. Et ici, les quatre parties qui sont reliées ensemble, c'est ce qu'on appelle le drain. Donc, la tension va entrer comme ça par la source et ça devrait sortir ici par le drain. Mais ça ne va pas sortir de manière automatique. Il faudrait d'abord qu'on manipule ce MOSFET-ci pour qu'il laisse passer la tension. On peut également le manipuler ici pour qu'il bloque, il bloque la tension, il empêche que ce qui est ici à l'entrée ne sorte. Voilà pourquoi je vous ai dit qu'on appelle ça des interrupteurs, tout simplement. À quoi ça sert de mettre un interrupteur à l'entrée? Tout simplement pour la sécurité. Pour la sécurité. Ça permet que s'il y a un souci peut-être au niveau des composants qui sont situés après cette résistance-ci, supposons qu'il y a un court-circuit de ce niveau, à ce niveau-ci, alors qu'est-ce qui va se passer? Puisque la 19 volts entre comme ça entre là et ça arrive sur toute la carte mère, vous allez voir une large piste ici, parce que ça part sur beaucoup d'endroits de composants sur la carte. Supposons qu'il y a un court-circuit dans cette zone-là, où on a peut-être la masse, un composant qui est relié à la masse, qui a lâché, et la masse s'est retrouvée reliée au plus. Alors, dans ce cas, on aura de la chaleur. Et cette chaleur, à ce moment, les composants vont se brûler. Donc, tant que la 19 est en quai d'entrée, on aura la brûlure de ce côté-là. Qu'est-ce qui se passe donc? Euh, on a un département sur toute la carte, mais un département de contrôle de la température. Et la puce iOS a un rapport, est là pour s'assurer que tout se passe normalement. Et elle reçoit le feedback
pour se rassurer que tout se passe normalement. Et là, je profite déjà pour vous montrer cette puce-là, la puce iOS, qui est une puce très, très importante, qui au départ, dans les premières années, s'occupait uniquement du clavier et des entrées-sorties, en fait. Elle gérait beaucoup plus le clavier, la souris et quelques autres composants là. Mais à la longue, on lui a donné un peu plus de fonctions que ça. Et désormais, elle s'occupe du démarrage de toutes les puces qu'il y a sur la carte mère qui vont permettre de produire des tensions. Ça, c'est pour certains fabricants. Donc, dans la formation, je reviendrai sur les fabricants qui épargnent la puce iOS de certaines tâches. Cette puce que j'appelle la puce iOS, c'est moi qui l'aime l'appeler comme ça. C'est son nom réel, c'est la puce Super IO. Donc, moi, j'aime bien comme ça et c'est calé comme ça dans ma bouche et ça reste ça. Donc, mais sachez que c'est pas vraiment comme ça qu'on l'appelle. Donc, cette puce Super IO est donc chargée du démarrage des différents buck converters qu'il y a sur la carte. Mais les buck converters, c'est quoi réellement? Les buck converters, je vous donne ces zones-là. Donc, voilà une zone par exemple. Ça, c'est une zone d'alimentation. Donc, vous allez constater ici que nous avons une puce et nous avons là deux MOSFET. Généralement, cette puce que vous allez voir là, c'est elle qui sera chargée de manipuler ces MOSFET-ci pour qu'on ait une conversion de tension, c'est-à-dire pour qu'on réduise la tension qui entre. C'est-à-dire la tension qui entre, c'est 19 volts. On sait, c'est cette 19 volts-là qui part partout sur la carte. Mais on a besoin de diminuer cette tension-là pour certains composants, parce que ce n'est pas tout le monde qui a besoin de cette tension de 19 volts pour fonctionner. Il y a des composants qui ont besoin juste d'un volt, d'autres de 1,5 volts, d'autres de 1,2 volts, d'autres de 1,8 volts. Vous voyez que dans 19 volts, c'est trop pour eux. On a donc besoin des puces comme celle-ci qu'on appelle les buck converters qui vont donc servir à faire ce travail. Et c'est donc la puce Super IO qui se charge d'activer ces messieurs-ci. C'est elle qui s'occupe de les activer. Donc, elle les active. Je vous ai dit, il y a des fabricants qui l'épargnent de cette fonction. Donc, faites attention. Je vous dirai ça dans la formation complète. Dans quel cas, ce n'est pas la puce Super IO qui s'occupe de ce travail. On diminue sa charge. On diminue sa charge. Donc, c'est un peu ça. Donc, cette puce, donc, c'est ça qu'on appelle le buck converter. Donc, je profite déjà pour vous le montrer. Donc, et là, ce sont les MOSFET qu'on a vu tout à l'heure. Donc, voilà comment ça fonctionne. Je reviens encore à d'autres aspects. Je suis toujours sur les composants parce que pas des composants, il parle également des différentes fonctions. On reviendra également en profondeur comment faire pour tester ces composants et savoir s'ils sont gâtés. Voilà. Donc, là également, c'est les buck converters. On en a comme ça plusieurs. Ils sont très nombreux sur la carte et la configuration sera toujours un peu pareille à celle que vous voyez là présentement. Ces endroits de conversion de tension. Vous aurez généralement une puce qui va s'occuper de manipuler des MOSFET pour que la tension 19 volts qu'elle va recevoir soit transformée à une tension qui sera plus petite et l'énergie sera donc stockée ici dans cette bobine et ça va sortir pour aller donc alimenter les différents composants qui ont besoin de cette tension-là. Donc, c'est un peu comme ça que ça va se passer. Généralement, on aura un condensateur d'entrée, on aura des condensateurs d'entrée et on aura également des condensateurs de sortie. La plupart du temps, ça sera toujours comme ça. Donc, ce type de configuration, c'est donc des configurations de conversion de tension. Vous en verrez comme ça plusieurs sur la carte mère. Il y en aura plusieurs sur la carte mère. D'autres composants également qui sont capitaux et qui interviennent et qui sont sur cette carte, c'est la puce BIOS, SPI, que vous allez voir la plupart du temps, c'est noté SPI. La puce BIOS. La puce BIOS, en fait, c'est généralement, sa forme est généralement un peu comme celle d'un MOSFET, mais sauf qu'elle est plus grande de taille. Vous allez voir qu'elle est un peu costaude, un peu plus costaude. Les fabricants de puces BIOS, on en a plusieurs. Donc, par exemple, Winbond, lui, il est trop réputé là-dessus. Vous avez donc plusieurs fabricants. Et la quatrième patte de la puce BIOS est généralement reliée à la masse. Donc, la puce BIOS
de cette quatrième patte, la première patte s'identifie toujours avec le petit point que vous voyez ici. Parfois, les fabricants mettent un petit indice juste au coin. Vous allez voir, par exemple, ici au coin, vous allez remarquer qu'on a un petit blanc en particulier là, un petit trait blanc. Parfois, c'est un petit point blanc. Donc, pour identifier la première patte, donc ça, c'est la patte 1. Là, c'est 2, 3, 4. La quatrième patte, c'est la masse. C'est toujours la masse. Et la huitième patte, c'est toujours l'alimentation. Donc, ça, c'est la patte par laquelle cette puce est alimentée. Et ça, c'est la pâte de la masse. Donc, on a besoin de ces deux pour alimenter. On alimente toujours avec les deux. C'est le plus, c'est le moins. C'est les deux. Ça marche toujours ensemble. Mais ce n'est pas bon qu'ils se rencontrent. Vous voyez, c'est un peu ça la beauté de la vie. La beauté de la vie, deux éléments qui sont importants, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, l'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. On dirait qu'ils sont des amis, mais en fait, c'est très mauvais quand ils se croisent. Ouais, c'est terrible. C'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible. Donc, c'est quelque chose c'est un mystère. Je peux dire ça comme ça. C'est vraiment les mystères de la vie. Donc, au fur et à mesure que vous allez même travailler sur des cartes, mais vous allez découvrir beaucoup de choses. En tout cas, moi, j'ai découvert beaucoup de choses en travaillant sur les cartes, mais ça vous fait découvrir beaucoup de choses, même concernant la vie. Donc, ici, donc, ces composants, ça, c'est la puce BIOS qui communique avec, bon, là, on a différentes configurations. Il y a des configurations où on a deux puces BIOS, une puce pour la puce supérieure que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, on a une puce pour celle-ci. Et puis, on a également une puce qui va gérer le PCH. On a une autre puce pour le PCH. Voilà, donc le PCH. Donc là. Donc, dans certaines configurations, c'est une seule puce qui se partage pour les deux. Et d'autres cas, c'est... Bon, en fait, même quand on a une puce qui se partage les deux, dans d'autres cas, c'est la puce iOS qui donne l'autorisation au PCH de prendre les informations dans la puce BIOS. Et dans d'autres cas, c'est plutôt passant par la puce, le PCH. Donc, ça, c'est plusieurs configurations. On reviendra en profondeur là-dessus. Je vous montre juste les composants. On a d'autres puces comme celle-ci, sont des circuits intégrés. Et la plupart du temps, vous aurez la lettre U ou bien PU pour identifier ces circuits intégrés-là. Et pourquoi ces circuits intégrés? Ceux-ci ne sont pas là pour convertir la tension, mais ils sont là plutôt pour gérer, pour contrôler un périphérique. Par exemple, celui-ci peut être là pour contrôler peut-être l'audio. Il peut être là pour contrôler l'audio, par exemple, la communication entre le PCH et le périphérique d'audio, le jack, par exemple. Ça, on a besoin des puces pareilles pour faire cette communication. Vous en verrez comme ça plusieurs puces. Il y a certains qui ne sont pas indispensables. Certains fabricants font de telle manière que si cette puce a un souci, et j'en ai rencontré plusieurs cas lors des dépannages, si cette puce a un souci, la 4 ne va pas démarrer. Dès qu'on aura identifié que c'est cette puce qui crée le problème, on va juste l'isoler. Vous voyez un peu. Dans le cas où vous n'avez pas la puce pour la remplacer, ça peut vous arriver. En attendant, peut-être le client a besoin de sa machine, vous pouvez l'isoler et lui dire, bon, en attendant, vous n'allez pas passer par cette puce pour obtenir le son. Ça ne va plus passer comme ça. Donc, il y a des fabricants qui laissent deux options pour pouvoir obtenir quelque chose, c'est-à-dire peut-être le son ou l'image. Donc, il donne deux options, mais il y a d'autres que ce n'est qu'une seule option. Donc, on verra des choses comme ça en profondeur. Donc, il y a un moyen de l'isoler et puis la 4 fonctionne à nouveau. Il y a un moyen de l'isoler. Donc, nous avons d'autres composants, les transistors également. Nous avons également les diodes qui ont plusieurs formes. On en a 3 pattes, on en a 2 pattes de côté. La diode est là pour pouvoir orienter le courant d'un seul sens, dans un seul sens. Donc, voilà son rôle. Donc, chaque composant est là et a un rôle en particulier qu'il joue. Et vous voyez, on assemble tout ça pour que ça puisse permettre de réaliser plusieurs tâches. Vous savez, quelqu'un a toujours dit l'union fait la force. On le voit clairement sur les cartes mères. Et du côté des États-Unis, du côté du Canada ici, les Américains sont beaucoup, c'est-à-dire leur rythme de fonctionnement, c'est vraiment le travail en équipe.
Ce qu'on fait sur la carte, mais c'est exactement ce que les hommes sont en train de faire dans les entreprises au Canada. Et je vous assure que quand le travail se fait en équipe de cette façon, on a toujours de très bons résultats. On a de très bons résultats. Donc, c'est vraiment l'une des forces de ces Américains. Travail d'équipe. Presque tout, ils le font vraiment en équipe. Chacun a des tâches à exécuter et puis on obtient très bons résultats. Donc, on a des jobs. On a également des petites zones comme celle que vous voyez là. Ce sont des jumpers. Ça, c'est un peu comme une sorte de pont qui relie deux zones. Par exemple, vous voyez que là, ce jumper relie la zone-ci à celle-ci. On a donc un pont. Et si j'enlève ça, ça me permet de séparer ces deux zones. Ces jumpers sont très, très importants lorsque vous voulez diagnostiquer votre ordinateur, diagnostiquer pour dépanner, pour retrouver qu'est-ce qui cause le problème. On a des jumpers. Donc, généralement, les PD que vous allez voir, P c'est mis pour power, c'est-à-dire que c'est une diode, D là, c'est la diode. Donc, c'est une diode d'une zone d'alimentation. Donc, on a aussi également les blocs de résistance. On a également des fusibles. Vous aurez également d'autres composants électroniques, les fusibles. Je ne sais pas s'il va taper rapidement un là. Sinon, sachez que le fusible est là beaucoup plus pour la sécurité. Donc, il coupe, c'est juste un petit morceau de filament qui est situé à l'intérieur. Et lorsqu'il y a un souci, il y a peut-être quelque chose, un court-circuit, et là, on aura du chauffage. Alors, ce petit morceau de fil va lâcher. Et là, ça va permettre de préserver la carte, mais préserver d'autres composants de se gâter. Donc là, on a donc les composants électroniques. Je n'ai pas peut-être épuisé la liste parce qu'il y en a plusieurs, mais sinon, déjà, voilà les principaux. Là, c'était au niveau des composants électroniques. Vous devez y avoir une idée de cela. Donc là, je vais passer à autre chose. On revient dans la présentation où j'étais. D'accord. Donc là, je reviens encore ici. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il en est de la détection des pannes? Un maintenancier, celui qui veut dépanner les ordinateurs, doit vraiment savoir comment faire pour détecter les pannes. Et généralement, il y a ce qu'on appelle les pannes courantes. Sur les cartes mères d'ordinateur, vous aurez vraiment des pannes qui se reproduisent, que vous allez constater que la plupart du temps, c'est dans ces grands blocs-là qu'on trouve les pannes. Généralement, vous aurez les problèmes d'alimentation sur les cartes mères. La plupart du temps, vous aurez vraiment des problèmes d'alimentation, une zone qui n'est pas alimentée et la carte mère ne fonctionnera pas à cause de cette zone-là qui manque. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est un travail d'équipe, de groupe. Donc, du coup, lorsqu'il y a un côté qui ne fonctionne pas, ça handicape souvent. Il y a d'autres cartes où on peut enlever cette zone-là du circuit et ça fonctionne. Donc, ici, on a également les problèmes de court-circuit. On va également voir cela. Dans les cours que nous allons faire, on va revenir vraiment sur toutes les zones d'alimentation et je vais vous montrer comment ces zones-là fonctionnent, comment toutes ces zones d'alimentation fonctionnent, comment la tension fait pour être produite partout sur la carte mère pour que tout le monde soit alimenté et que tout fonctionne normalement. On a des problèmes de court-circuit, comme je vous l'ai dit. Le court-circuit, c'est vraiment lorsque on a des courts-circuits à la masse, parce que les gens se disent toujours que le court-circuit, ça veut dire qu'on a la masse. Non, pas toujours. Court-circuit, ça veut dire juste un mélange de deux lignes. C'est tout simplement ça. Donc, du coup, on a donc des courts-circuits qui sont liés à la masse. Ça veut dire le plus et le moins se rencontrent. Et on a des courts-circuits qui ne sont pas liés à la masse, où on a une zone d'alimentation et une zone de données qui se sont rencontrées. Là également, c'est mauvais. On a également les courts-circuits où c'est deux zones de données qui se rencontrent. Là également, c'est mauvais. Ça va créer des dysfonctionnements sur votre carte. Et on verra comment faire pour détecter des cas pareils et les éliminer. Vous aurez également des composants défectueux
qui font également que la carte mère ne fonctionne pas. Bien évidemment, pour déterminer le problème, détecter le problème, vous aurez besoin de matériel. Et moi, je l'ai dit dans mes vidéos, je dis toujours aux gens, ne mettez pas à l'avant l'achat du matériel. Parce que même si vous avez le matériel le plus puissant au monde, tant que vous ne connaissez pas comment faire pour l'utiliser et détecter la panne, alors les amis, vous n'allez pas vous en sortir. Vous aurez vraiment les plus grands multimètres du monde entier qui sont qui prennent même plusieurs fonctions et plusieurs éléments. Vous aurez les plus grands oscilloscopes, les plus chers au monde, les power supply les plus chers au monde, caméras thermiques et tout, mais tant que vous ne savez pas comment les utiliser pour travailler pour détecter la panne, mais vous n'allez pas détecter la panne, évidemment, vous n'allez pas le faire. C'est pour ça que je dis de mettre à l'avant la formation. Vous devez connaître comment ça fonctionne. Et c'est pour ça que nous sommes là. Nous sommes là pour vous aider dans ce sens. Une fois que vous aurez bien compris comment ça fonctionne, si vous le voulez maintenant, achetez même le matériel le plus puissant au monde. Ça va dépendre de vos moyens financiers. Et moi, je vous dirais plutôt de prendre les connaissances, obtenir d'abord des ressources financières en utilisant les connaissances que vous aurez eues. Et puis maintenant, après, achetez-vous votre matériel pour vous faire plaisir. Parce que ça fait toujours plaisir quand on a des appareils, certains appareils de pointe. C'est toujours bien. Donc, vous aurez besoin de cela, mais sachez que ce n'est pas tout. Vous devez savoir utiliser certaines techniques. Et il y a d'autres éléments qui vont vous être utiles vraiment pour dépanner vos cartes mères. Par exemple, les schémas électroniques. Les fabricants de cartes mères utilisent, c'est-à-dire quand ils font la carte, ils mettent à disposition le schéma électronique. Et je voudrais vous dire que les schémas électroniques ne sont pas faits pour le public. C'est pour la maison interne de fabrication. C'est pour les techniciens internes de la maison. Malheureusement, il y a toujours des fuites. Vous le savez très bien. Il y a toujours le plus et le moins sur cette terre. Donc, même quand les gens s'organisent pour garder secret leurs choses, ça sort toujours. Donc, on dit souvent les murs, les oreilles. C'est un peu difficile vraiment de bloquer les choses sur cette terre. Ce n'est pas évident. Il y a toujours des gens qui travaillent pour faire autrement. C'est ça le plus et le moins dont je vous ai parlé. Donc, du coup, ces schémas électroniques sont quand même dehors. On en a qui sont gratuits, parce que les gens ont pu obtenir et ils partagent. Mais il y en a que vous ne pourrez pas retrouver partout et qui sont payants. Avenir Computer Repair, la bonne nouvelle pour vous, c'est que nous avons la possibilité, grâce au partenariat que nous avons avec l'un des sites qui fait dans ces schémas électroniques payants, nous avons un partenariat avec eux et pour nos stagiaires, nous leur offrons la possibilité d'obtenir un compte pour les schémas électroniques, et ce n'est pas seulement les schémas électroniques, les ball view, les fichiers BIOS et bien plus encore, à moins de coût, à un coût moins élevé. C'est-à-dire ça coûte $50 pour 1 an et demi. Donc l'abonnement que vous aurez, c'est ça, $50 pour 1 an et demi. Chaque carte mère, on va revenir sur la carte. Chaque carte mère a un numéro. Donc ici, on va chercher le numéro de la carte. C'est très important parce que si vous n'avez pas le numéro, évidemment, vous n'aurez pas le schéma. C'est vrai qu'on peut trouver le schéma d'une autre manière en passant par le nom de la machine. Donc ici, le numéro, c'est quoi ici? C'est ça tout simplement, LAB843P. Et concernant les fabricants de cartes mères, on en a 4 grands fabricants. On a Compal, Quanta, Wistron, Inventec. Donc, ici, ça c'est Compal. Quand vous voyez déjà LA, ça veut dire c'est Compal. C'est la plupart du temps, il commence ses numéros avec LA. Quanta, c'est avec DA. Wistron, c'est généralement une série de 5 chiffres avec un tiret et un autre chiffre. Et Inventec, c'est généralement une longue série de 10 chiffres mélangés avec des lettres. Donc ici, on va prendre donc, ce numéro et retrouver le schéma électronique de cette carte. Donc, on y va rapidement.
Donc, on va obtenir le schéma électronique de la carte. Donc là, je suis dans Google, je vais taper Google tout simplement. Et là, je vais mettre le numéro de cette carte, donc c'est LA. Voilà, ça s'affiche déjà. 84 843P. Donc, je clique dessus. Et là, on entre dans le site. Et ici, à l'intérieur, vous aurez donc beaucoup de choses. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que vous avez donc la possibilité d'obtenir tout et tout. C'est-à-dire, vous avez le schéma électronique, vous avez les fichiers BIOS et vous avez également le fichier board view. Vous avez, tout est là à l'intérieur. Tout est vraiment disponible. Donc, nous avons besoin du schéma électronique. Donc, je vais cliquer sur schématique. Ça va nous télécharger le schéma en question. Je l'ai déjà fait. Donc, déjà téléchargé. On va juste prendre ce schéma électronique-là et travailler. Donc, je vais juste ouvrir le schéma électronique de cette carte. Donc, je l'ouvre là et on va travailler avec. OK, donc là, voilà notre schéma électronique. Donc, le schéma électronique est très important pour vous aider vraiment à diagnostiquer votre carte mère. C'est très important puisque c'est à l'intérieur qu'on a donc tout, les composants et les différentes connexions. Là, par exemple, c'est le board view, c'est le bloc diagramme, pardon. Le bloc diagramme vous donne une vue globale, un peu comme vous entrez dans un hôpital, on a une certaine organisation, un plan de localisation et tout, qui vous dit il y a quand même les différentes zones et avec quelle autre zone telle est reliée. Ici, le bloc diagramme vous donne les différents composants qu'il y a sur la carte de manière générale et les différentes liaisons qu'il y a entre ces composants. Une liaison à une flèche, ça veut dire c'est en un seul sens. À deux flèches, ça veut dire qu'il y a une double communication. Vous devez donc faire très attention. Il y a une double communication. Donc là, ici, nous voyons la RAM, CPU, vous voyez la RAM. Le type de RAM, ça vous donne également le type de RAM et c'est très important, DDR3L, ce qui est différent du DDR3. Et là, vous avez une double flèche, ça veut dire qu'il y a une double communication entre la RAM et le CPU. Donc ici, la RAM est directement reliée au CPU. Donc, ici, ça, dans le bloc diagramme, on a plusieurs éléments, on a les différents composants. Donc, je ne vais pas entrer en détail là-dessus. Et tout à côté, vous allez voir qu'on a une zone d'alimentation, des alimentations. On vous dit ici les sorties qu'on a. Le DC bat out, c'est 19 volts. Donc, j'agrandis si vous ne voyez pas bien. Ce que vous voyez, DC bat out, c'est 19 volts tout simplement. C'est une sortie de 19 volts. Ici, c'est l'entrée. Vous aurez généralement l'entrée et la sortie. Et vous aurez également la puce qui est concernée. Ça, c'est la puce, la zone de charge. Ça, c'est la zone de charge. Ici, ça sera donc, on peut dire ici que ce sera la puce de charge, qui va donc avoir en entrée 19 volts et qui va donc permettre la sortie de 19 volts en DC out qui va aller dans toute la carte mère. On aura également l'entrée par la batterie d'une certaine tension, ça peut être 12-14 volts, et ça va sortir la même tension à la sortie pour toute la carte mère. Donc, on a donc deux possibilités pour alimenter la carte, soit l'adaptateur AD+, soit la batterie BT+. Et tout ça va donc faire sortir le DC bad out, le DC bad out. Et il y aura bien sûr des composants pour ça. On a également un système DC-DC, ça c'est pour la conversion, ça c'est les différents buck converters dont je vous ai parlé. Tous ces buck converters auront en entrée la 19 volts venant de cette zone-ci, ou bien la 12 volts, 13 volts venant de la batterie, ça dépend. Donc, ils auront en entrée cette tension et en sortie, ils auront 3 volts, 5 volts, 3 volts ou 5 volts. Et on a également d'autres sortes de 3 volts et 5 volts. On a les 3 volts et 5 volts qui viennent des bobines, c'est ça qu'on a ici. Et on a les 3 volts et 5 volts qui viennent de la puce 3 volts, 5 volts. On a le cours là-dessus dans la formation de manière détaillée. Tout ce cours est détaillé en profondeur dans la formation avec les différentes zones qui sont desservies et les différentes pannes qui ont lieu dans ces zones-là et comment faire pour les diagnostiquer. Nous avons la zone du CPU Core. Le CPU,
Je vous ai montré ça tout à l'heure. Son alimentation, comment est-ce qu'il est alimenté? En entrée, il a 19 volts pour la tension de la batterie et en sortie, on aura le VCC Core qui sera de 1,8 volts dans ce cas-ci ou 1,7 volts autour de là. On aura la zone de RAM. La zone de RAM avec en entrée le DC bar out. Chaque fois, vous aurez un numéro ici en bas. C'est le numéro de la puce. Ici, vous voyez le TPS 51716. C'est le numéro de la puce qui va convertir la tension d'entrée de 19 volts ou de la tension de la batterie en une petite tension. Ici, c'est 1,35 volts parce que c'est le DDR3L. Elle va sortir cette puce-là deux tensions en réalité. Ce ne sera pas seulement 1,35 volts, mais également la moitié de cette tension de 1,35 volts. C'est toujours la moitié. Si c'était une RAM de 1,5 volts, ça va sortir 1,5 volts et la moitié de 1,5 volts qui est 0,75 volts. Ces deux tensions-là. Bien évidemment, le S0 c'est une autre tension transformée. On verra ça plus tard. Donc, parce qu'on a différents états sur la carte mère. Donc ici, ça c'est le CPU 1,05 volts. C'est également une autre tension qui est importante pour alimenter le CPU 1,05 volts. Elle alimente également le PCH. Donc, comme tout ça est mélangé dans la même puce, cette tension va aller entrer directement à l'intérieur. Donc, ça, c'est dans cette zone d'alimentation. Et vous aurez également des MOSFET. Quand vous voyez les switches, ce sont les MOSFET. Ces MOSFET-là, ici, vont jouer le rôle de porte ouverte. Porte ouverte parce qu'elles vont devoir transformer certaines tensions en la même tension, mais pour aller alimenter d'autres zones. D'autres zones également. Là, c'est très, très important. Je vais m'arrêter sur un élément très capital comme la puce qui va convertir le 5 volts S5 en 5 volts S0. Et là, je vais profiter pour vous parler du board view. Donc, on revient encore là à notre présentation. Bon, je crois que mon était toujours là. C'est là. C'est ici. Donc, un autre élément capital qui doit devoir vous aider pour diagnostiquer, c'est vraiment savoir utiliser le board view. Le board view, ça va vraiment beaucoup vous être utile. Vous devez savoir comment l'utiliser. Alors, je vais vous présenter un peu un exemple pour que vous voyez. C'est très capital ce que je vous dis. Donc là, c'est le fichier board view. Je l'ai téléchargé. Comme je vous l'ai dit, je vous ai montré le site où on peut l'obtenir. Donc là, c'est le fichier board view. Vous allez voir que c'est des petits éléments là. En fait, ça porte comme ça tous les mêmes composants de la carte mère. Vous allez voir juste les petits points, mais en fait, quand on agrandit, on voit mieux. Vous voyez qu'on voit mieux. On voit déjà les numéros. Voilà, là, c'est par exemple la puce PU4601. Chaque puce a un identifiant que vous allez retrouver sur la carte mère. Vous voyez qu'on a les différentes pattes qui sont là, les différents pins. Le board view est très, très important pour diagnostiquer votre carte. Très important, très important. Je vais vous montrer aussi également comment on peut faire lorsqu'on ne l'a pas. Parce qu'il y a des moments où vous ne pouvez pas l'avoir. Il n'est ni disponible, ni gratuitement, ni dans les sites payants. Sachez-le, il y aura des fichiers que vous n'allez trouver nulle part, tout simplement. Parce que les fabricants ont bien sécurisé. Alors là, ils ont réussi sur ce coup-là. Les gens ont fait tout pour obtenir, mais ils n'ont pas pu. Donc, parfois, le fabricant également parvient à gagner la bataille. Je peux dire comme ça. Donc, je vais vous montrer un peu quelque chose. Le board view est très important parce que déjà, l'une des choses qui vous aide à voir, c'est retrouver les composants facilement. Je vais prendre un exemple très simple, très simple, très simple. Je vais partager encore avec vous un autre aspect là. Je vais prendre un élément très simple. Je suis dans le schéma électronique de la carte. Je suis au niveau du processeur. J'ai une carte mère, mais je me rends compte que le processeur n'est pas alimenté. Le processeur, il n'y a pas de tension. Il faut que je vous montre ça très bien. Donc, j'ai la carte mère ici. Ça, c'est un cas de figure. Je me rends compte qu'on n'a pas de tension ici sur cette bobine. Je vérifie la tension, il n'y a rien. Par contre, j'ai les tensions sur toutes les autres bobines. Partout là, j'ai les tensions 3 volts, 5 volts. J'ai les tensions 1,35 volts. J'ai les autres tensions là. Mais il n'y a que le processeur qui n'a pas de tension. Ce qui vient d'arriver, pardon, fermez le micro.
Fermez le micro, c'est très important. Ça nous permet d'éviter le bruit là. Donc, j'ai tout est alimenté, mais sauf la bobine du processeur. Vous voyez, dans les cas pareils, je vous donne, dans la formation complète, je vous donne comment faire pour diagnostiquer ces zones. Mais je vais vous dire ici directement, sachez qu'il faudra absolument retrouver la puce qui doit fournir la tension sur cette bobine. Il faut retrouver cette puce-là. Et une fois que vous avez retrouvé cette puce, ici, dans ce cas, elle sera juste derrière. Donc, vous allez retrouver cette puce et sur cette puce, vous allez voir un élément très important. Cette puce-là aura besoin d'être alimentée. Et en fait, elle est alimentée par quoi? Par cette tension. Je vais vous montrer ça directement. Cette puce est alimentée par cette tension-ci. Cette tension qu'on a vue sur ce tableau. Donc, je vais un peu agrandir ça. C'est cette tension-ci. Cette tension. J'étais où là? Oui, elle est alimentée par cette tension de 1,5 volts S0. 1,5 volts S0. Même cette tension alimente également le CPU, 1,05 volts. Donc, on a plusieurs tensions qui viennent l'alimenter. Maintenant, avant que cette tension ne sorte, il y a un élément très capital qu'il faut qu'on ait. On est 5 volts S0 parce que l'état S0, c'est le dernier état où toutes les tensions sortent sur la carte. Il faudrait que le 5 volts S0 sorte pour que la carte, la puce qui transforme la tension 19 volts en tension 5 volts pour pouvoir, du moins, pour que la puce qui transforme 19 volts en 1,5 volts soit alimentée. Donc, il faut que cette tension 5 volts S0 soit présente. Alors, maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour vérifier cela? Donc, c'est très simple. On va d'abord retrouver la puce en question. Quelle est la puce qui alimente, qui fait sortir cette tension-là, cette tension du CPU? Donc, je vais aller directement. Généralement, c'est au fond. C'est vrai on peut la retrouver en utilisant le bloc diagramme tout à l'heure. Je vais sauter les étapes. Donc, ça, c'est le GPU. Généralement, ça va être à côté. Peut-être qu'en voulant aller vite, on va encore, on peut se retrouver un peu de perdre plus de temps. Bon, là, je vais pas aller rapidement, je vais aller normalement, là. Généralement, c'est au fond quand même. Vous allez retrouver ça généralement au fond. Donc, je vais prendre ici CPU Core, tout simplement. Vous pouvez taper juste Core si vous voulez vous retrouver plus rapidement. Voilà, CPU Core Power, voilà. On a ça à la page 46. Donc, généralement, vous avez la page juste à côté là. Vous voyez là, 46, 47. Donc, je pars là où il y a la page, je tape 46. J'appuie Entrée. Ça mène directement dans cette zone. Et là, j'ai la zone d'alimentation du processeur, le CPU Core, avec le CPU Core. Et je dois retrouver la puce en question, la puce qui m'intéresse. Elle doit être juste à côté ou juste en haut. Voilà. C'est cette puce ici. Là, voilà. Cette puce, c'est donc la puce. Pour retrouver cette puce, voilà, c'est ça ici. Le PU4601. Ouais, c'est le PU4601. Si je n'ai pas de tension sur le processeur, je dois retrouver cette puce. Absolument. Je dois retrouver cette puce. Maintenant, vous voyez qu'en fait, je ne l'ai pas. Bon, je ne sais pas où elle se trouve sur la carte, mais le board view doit donc m'aider. Parce que regardez avec l'œil nu la carte. Vous voyez, ça sera un peu difficile. Vous voyez qu'il y a trop d'écrits. Ce sera trop difficile de retrouver. Et même si vous retrouvez cette puce, on a déjà vu sur le PU4601. Moi, je vois un peu des puces ici. Je ne vois pas très bien. Je vais aller au niveau du microscope pour voir est-ce qu'on peut améliorer la vue. Donc, je regarde là. Est-ce que c'est le PU4601? On va voir.
Je vois 48. Voilà. Vous voyez qu'on a là le 4601. Donc là, on a bien 4601. 4601. Donc, c'est cette puce ici. C'est donc cette puce qui nous transforme la 5 volts, parce que ce n'est pas la 19 volts ici qui alimente. Pour ce cas-ci, c'est 5 volts. Ça transforme la 5 volts en cette tension CPU core. La tension 5 volts entre par où? Donc, je retourne encore au niveau du schéma. Donc, je vais vous montrer ça. La tension 5 volts, elle entre par où? Elle entre par la patte numéro 12. C'est la tension 5 volts S0. Elle entre par la patte numéro 12. Donc, je regarde ça. Dans la patte numéro 12, le composant est là devant moi. La patte numéro 12 est dans où? Donc là, vous voyez qu'on a la patte 11 ici. On a 12 juste à côté. Donc, on va aller comme ça jusqu'à 17 là. Donc, ici, c'est la patte 12. Donc, elle va entrer par ce petit condensateur. Je peux vérifier là au niveau de ce condensateur avec mon multimètre et je me rends compte que je n'ai pas de tension. Donc, je vérifie avec l'aide de mon multimètre. Je vois là, je me rends compte que je n'ai pas 5 volts. Ah, je comprends qu'il y a un problème au niveau de la 5 volts S0. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Je dois me retrouver dans celui qui permet de faire sortir cette tension 5 volts S0. Et comment je vais procéder? Donc, je vous montre ça rapidement. Donc, je dois retrouver le composant qui me fait sortir cette tension 5 volts S0. Et on était au début là-bas. Revenons au début tout simplement. Je vous ai dit les switches. Je suis ici au début. Et j'ai là les switches. Donc, là, on a donc, puisque j'ai dit à la tension 5 volts de la bobine, on a donc un MOSFET qui va transformer la 5 volts de la bobine en 5 volts S0. Il faut que je retrouve ce MOSFET-là. Je dois retrouver ce MOSFET qui transforme la 5 volts S5 en 5 volts S0. C'est ça que je dois retrouver, absolument. Et je dois retrouver cette puce-là sur la carte mère également. Donc, voilà les deux choses que je dois retrouver dans le schéma et sur la carte mère, cette puce-là. Donc, qu'est-ce que je dois donc faire? Donc, généralement, il y a toute une zone pour les switches. Vous allez voir ici, on a mis la page 36. Regardez là, page 36 à 83. On a les switches. Donc, je vais aller à 36. Donc, je vais descendre là. Au fur et à mesure, je vais retrouver. Donc là, j'ai un switch déjà qui est là. Il me transforme la 3 volts S5 en 3 volts pour le PCH. Donc, ça ne nous intéresse pas. Ce n'est pas lui. Ce qui est sur lui, il fonctionne. On aura d'autres. Donc, je peux taper directement pour ne pas perdre de temps. 3 volts S0. 5 volts S0, pardon. Ça, c'est un autre. Ça, c'est un autre ici. Autre chose. Donc, je vais taper pour ne pas perdre de temps. On va taper juste 5 volts S0 pour y arriver rapidement. Donc, je vais prendre ça ici. Donc, 5 volts S0, c'est cette tension ici. Donc, je vais donc juste prendre ce composant-là, mettre là. Qu'est-ce que j'ai mis là? Donc, je vais le copier. Un instant, je vais le faire là. Donc, 5 volts S0. Donc, je vais le copier là. Je vais rechercher. Fermez le micro, s'il vous plaît. Ce qui vient d'arriver. Je sais pas qui fait ça. Ouais, excusons vraiment ceux qui ne savent pas manipuler Zoom, c'est juste ça. Faudrait juste, mais dans la formation complète là, il faudra vraiment éviter ça. On va vous expliquer comment ça fonctionne parce que là, sinon, vous n'allez pas nous laisser respirer là.
Et je vous rappelle que cette tension 5 voire S0, je profite pour vous montrer, elle alimente plusieurs zones, plusieurs zones. La zone du ventilateur, la zone du... Ouais, c'est ça ici. Voilà la zone qui produit cette tension. Elle alimente la zone du ventilateur, elle alimente la zone du disque dur, elle alimente plusieurs zones, les ports USB également. Donc, c'est une tension très importante, très, très importante, très, très importante. Donc, voilà la puce qui doit produire cette tension 5 volts S0. C'est cette puce-ci, la puce U3601. Il me faut la retrouver. Vous voyez que c'est une puce. Je sais déjà son identifiant, mais il me faut la retrouver de manière facile, donc sur la carte. Parce que souvent, il n'y a même pas des écrits sur la carte. Donc, je dois la retrouver. Et je vais donc aller utiliser le board view. Donc, je vais utiliser le board view. Donc, je sais que c'est U3601. Donc, je dois taper ici U3601. 3601. Donc, quand vous tapez ça, ça va s'afficher. Vous tapez là U3601. Et lorsque vous tapez, vous avez votre composant qui se manifeste là. Vous allez le voir en rouge. Regardez, remarquez, le voilà en rouge. Ça vous dit directement où il se trouve, ce composant. Le voilà. C'est ici. Alors, il me faut le retrouver. Alors, il me faut le retrouver maintenant sur la carte. Alors, comment je vais faire? On me montre la carte ici de manière générale. Je vais un peu réduire pour que vous voyez. C'est vraiment très minuscule. On a deux faces sur la carte. Vous allez voir top et bottom. Donc, top, c'est la face de derrière. Hein. Bottom, c'est la face qui est juste au-dessus. En fait, la top, c'est la face où il n'y a pas la... On ne voit pas le processeur ni la RAM. Et le bottom, là, c'est la face où il y aura donc le processeur et la RAM. Donc, vous voyez que de ce côté, on voit bien le processeur et la carte graphique. Ouais, on a bien le processeur ici. Ça nous permet de voir tout ça directement. Le processeur, la carte graphique, la RAM, on voit bien les barrettes de RAM. Et de l'autre côté, c'est là où on n'a pas ça. Donc, il nous faut donc tourner la carte parce que le composant en question est du côté où il n'y a pas le processeur. Où il n'y a pas le processeur. Donc, je dois tourner ça de cette manière et je dois incliner la carte exactement comme je vois ici. Donc, ce que je vais faire, je positionne ça exactement comme ça. Remarquez qu'il y a un gros trou ici. C'est l'endroit où le ventilateur reste. Donc, je vais orienter ça comme ça. Voilà ma carte. Je vais orienter ça. Donc, je vais mettre une autre caméra pour que vous voyez. Donc là, j'ai la carte ici. Donc, remarquez, ici, je vais positionner ça comme vous avez vu là tout à l'heure. Donc, je vais positionner ça, vous voyez, comme ça. Je peux mettre ça, je crois que c'est de ce côté. Par là, ce côté, il y a le processeur. Vous voyez qu'ici, on a le processeur. Et c'est pas bon, c'est pas le côté que j'ai besoin ici. La puce en question, le composant en question n'est pas ici. Mais ça, c'est la zone où il y a le processeur, la RAM et tout. C'est pas là. C'est de l'autre côté. C'est de ce côté-ci. Et je dois positionner comme j'ai vu de l'autre côté. Comme j'ai vu sur le board view. Tu dois positionner de la même manière pour retrouver ton composant en question. Donc là, je positionne ça pour que vous voyez. Donc, je crois que c'est bien positionné comme ça. On avait vraiment un trou ici de ce côté. Et le composant en question est de ce côté. On me dit que c'est ici. C'est de ce côté. Vous allez voir, il y a un endroit où on a écrit 4. C'est vraiment de ce côté-là. Donc, je vais le retrouver. Donc, je partage. Et on a vu le board view. Et là, je le retrouve là. C'est là où il y a 4. Vous voyez bien cette grosse 4-là. C'est donc ici que je vais le retrouver. Donc, quand j'ai déjà identifié la zone, je me rapproche juste avec mes yeux et je vois. Je vais juste me rapprocher de cette zone. Donc, je vais utiliser le microscope pour vous le montrer, mais vous pouvez le faire vous-même avec vos yeux. Donc, je vais juste mettre au microscope pour que vous voyez. Donc, je suis là. Voilà la zone là. Voici la carte. Vous voyez que voici la carte. Ce truc que vous voyez, on a mis 4. C'est un lecteur de carte en réalité. Juste à côté, vous voyez bien que le composant est effectivement là. C'est lui ici, le U3601. C'est donc cette puce qui va convertir la 5 volts venant de la bobine de 5 volts en 5 volts S0. Donc, si on n'a pas de tension 5 volts S0, ça veut dire qu'il y a un souci dans cette zone. Soit le problème vient de la puce, soit ça vient d'un composant qui consomme cette 5 volts. On a donc deux cas de figure ici. Et même au niveau de la puce, il y a encore d'autres possibilités. Soit c'est la puce elle-même qui crée le problème, soit
c'est celui qui devrait l'activer qui crée le problème. Donc, il faut donc explorer de cette façon-là. Donc, il faut explorer de cette façon. Et dans la formation complète, on le voit également. Bon, maintenant ici, ce que je vais donc faire, c'est retrouver la patte en question, la patte concernée. Donc, je retourne dans le schéma de la carte et j'ai la même puce ici. Donc, c'est la puce ici. Donc, c'est la patte 5 qui est l'alimentation, qui vient, du moins, qui est l'entrée de la tension. Et cette tension-là, c'est la patte 5. Je dois d'abord vérifier est-ce que cette tension est présente et ensuite vérifier pourquoi est-ce qu'on n'a pas de tension à la sortie. Oui. Et ce dont je vous ai parlé, je vous ai dit qu'on a des problèmes d'alimentation sur les cartes. Ça, c'est, s'il n'y a pas de court-circuit ici, c'est donc un problème d'alimentation. On n'a pas de tension qui sort, mais il peut y avoir un court-circuit sur la S0. Et je vous explique ça en détail. Donc, dans les formations pratiques, on revient là-dessus, voir pourquoi, comment faire pour dépanner ces cas-là. Donc, voilà un peu cette partie. Donc, je reviens là-dessus. Donc, voilà un peu comment vous pouvez vous en servir. Et puis, au niveau des fichiers BIOS également, ça aide beaucoup. Pour des problèmes d'affichage, on revient sur le BIOS. Pour des problèmes de démarrage, on revient sur le BIOS. Et la bonne nouvelle, c'est que vous devez savoir que la carte mère ne démarre pas tout d'un coup. Et ça prend étape par étape, ce qu'on appelle les séquences de démarrage. Et on revient là-dessus pour vous expliquer comment faire pour diagnostiquer une carte mère à l'aide de la séquence de démarrage. Donc, ça fait partie du programme de la formation. Non, je vous donnerai également quelques conseils. Ça, c'est beaucoup plus pour ceux qui vont choisir de travailler dans des structures. Il y a des gens qui vont choisir de travailler dans des structures où vous allez jouer le rôle de maintenancier pour la structure. Alors là, si vous voulez éviter que les appareils ne se gâtent, vous devez donc faire ce qu'on appelle la prévention des pannes et également la maintenance préventive. Donc, vous devez de temps en temps contrôler la température pour vous assurer que tous les appareils sont vraiment sous de bonnes températures parce que sachez que beaucoup de composants électroniques n'aiment pas qu'on les pousse hors de leur température tolérée. C'est ça, c'est l'un des grands problèmes que vous aurez sur les cartes mères. Vous devez également éviter de toucher les appareils au hasard, n'importe comment. Sachez que votre corps possède ce qu'on appelle l'électricité statique. Vous devez donc faire attention à ça. Pour cela, vous pouvez utiliser de temps en temps les bracelets antistatiques. Donc, pour pouvoir vous protéger par rapport à ça. Vous pouvez utiliser également des gants. Ça peut également être utile. Vous devez également de temps en temps nettoyer vos appareils de temps en temps la poussière, les débris et tout cela. Vérifiez également les connecteurs qu'il y a dans votre structure. Ça, c'est les éléments que vous pourrez faire. Pour ceux qui veulent choisir d'aller travailler dans une structure. Les opportunités, évidemment, sont énormes. Quand vous finissez, vous pourrez vraiment travailler dans le domaine informatique en tant que technicien de maintenance informatique. Vous pouvez travailler dans une structure, comme je l'ai dit, ou bien à votre propre compte, comme travailleur autonome, Ce que je vous conseille également vivement, ça, c'est si vous avez des compétences dans l'entrepreneuriat. Je compte également le faire, peut-être pas pour cette session-ci, mais je verrai comment lancer une formation vraiment sur l'entrepreneuriat, mais qui sera gratuite pour les stagiaires d'Avenir Computer Repair. Donc, cette formation-là sera gratuite pour tous ceux qui ont fait la formation Avenir Computer Repair. Là, ça pourra vous aider peut-être à pouvoir lancer votre business dans la maintenance des ordinateurs. Je vous rassure que c'est un domaine qui paye énormément. Voilà. Donc, voilà, ce sera tout pour cette séance-là. En récapitulatif, je vous ai donc expliqué tous les composants de la carte mère, dont une vue des composants et comment détecter les pannes, les outils qu'il faut utiliser pour cela. Nombreux, ils sont très, très nombreux. On a plus de 2500 actuellement que nous avons déjà formés, venant de plusieurs pays, des pays africains, européens, américains, ainsi de suite. Donc, on a plusieurs personnes. Donc, je tiens à vous dire donc merci. Merci à vous qui avez suivi cette présentation. Et je les contacts pour me joindre, c'est dans ce numéro qui est le numéro WhatsApp. Vous avez également l'adresse mail si vous voulez m'écrire rapidement. Sinon, vous pouvez passer par l'adresse mail de l'Institut Avenir Computer Repair.
Mais si vous voulez être reconduit très rapidement, vous pouvez me joindre rapidement là. Et je vais passer directement à la phase des questions. Mais avant de passer à la phase des questions, je voulais vous dire déjà que pour la 24e promotion d'Avenir Computer Repair, nous avons décidé d'accorder une semaine parce on va commencer ça réellement, la formation complète. Nous allons commencer le 4 août. Le 4 août, ça sera dimanche. Dimanche prochain. Pas ce dimanche qui vient. Donc, nous allons vous laisser une semaine pour tous ceux-là qui voudraient prendre part à la 24e promotion d'Avenir Computer Repair. Nous allons vous laisser une semaine pour effectuer votre paiement. Je vous ai dit que cette formation est divisée en deux. Nous avons une première partie qui est l'assimilation des connaissances de la carte mère. Parce que vous devez d'abord connaître comment cette carte fonctionne. Et pour ça, vous aurez besoin du minimum de matériel. Donc, vous aurez besoin comme matériel, le minimum dont vous avez vraiment besoin, c'est le multimètre, vraiment. Et peut-être autre, vous pouvez ajouter une station de soudure pour retirer peut-être des composants. Mais ce n'est pas ça la priorité. La priorité serait vraiment l'assimilation des notions, des connaissances, l'acquisition des connaissances dans ce domaine. Donc, la première partie, ce sera vraiment ça. On va vraiment chercher à comprendre. Je vais vous expliquer à l'aide de tous les cours que j'aurai. J'ai déjà prévu pour vous et des lives également. On aura des lives. Je vais vous donner des vidéos de formation. Vous voyez, et on se retrouve ensemble le dimanche pour faire un commentaire là-dessus et je répondrai également à vos questions. Vous serez également dans un autre groupe à part où nous allons travailler avec vous. Donc, après cette phase-là, cette première phase-là, ça coûte 50 000 francs CFA. Vous avez donc une semaine pour effectuer votre paiement. Je ne sais pas si c'est une semaine, c'est même une semaine et plus, parce qu'on débute le dimanche prochain, donc vous avez une semaine et quelques jours. Mais sachez qu'après cette semaine-là, donc après qu'on aurait commencé déjà, vous ne pourrez plus vous inscrire. Donc je vous dis déjà ça d'office parce qu'il y a des gens qui aiment trop la dernière minute. C'est-à-dire, c'est quand on a déjà tout, on a bouclé la liste, ils viennent après pour dire non, je voudrais participer, j'avais ceci. Non, on ne pourra pas. Chacun doit s'organiser. Voilà pourquoi à l'avance, vous étiez déjà dans le groupe. On vous avait déjà bien préparé à l'avance. Donc, ce n'est pas maintenant que quelqu'un va nous dire, c'est maintenant qu'il va aller me préparer. Ce n'est pas possible. Si vous venez à ce moment, vous allez prendre part plutôt à la 25e promotion, qui sera peut-être minimum 2 mois après. Donc, ouais, ça va vous perdre du temps. Il n'y a plus de temps à perdre. Donc, vous avez donc du temps pour pouvoir effectuer votre paiement. Et les moyens de paiement, vous pouvez le faire sur la plateforme ou vous pouvez le faire directement par Western Union ou MoneyGram. Il y a des gens qui me disent, est-ce que je peux envoyer par Orange Money, Orange? Je vous dis non. À part ceux qui sont au Cameroun, je vous ai dit que c'est mon pays d'origine, ceux-là ont la possibilité vraiment d'envoyer par MTN ou Orange Money. Là, ils vont me signaler, je vais leur donner le numéro et le nom par lequel ils vont passer, ils vont faire le paiement. À part eux, le reste vont passer soit par Western Union, MoneyGram ou bien par PayPal ou bien directement par PayPal. Pour ceux qui sont en France, ils ont vraiment l'avantage parce que eux, PayPal leur permet de payer en tranches. Ce n'est pas nous qui leur permettons de payer en tranches, c'est PayPal avec qui nous travaillons qui leur permet de payer en tranches. C'est un peu comme ça. Parce que PayPal leur fait confiance et PayPal nous fait confiance et la transaction a lieu. Donc, quand ils payent en tranche, PayPal nous paye la totalité, nous, à Avenir Computer Repair. Donc, quand quelqu'un paye en tranche, chez PayPal, PayPal nous paye en totalité. C'est plutôt comme ça que ça se passe. Donc, c'est PayPal qui accorde ça à ses clients de France en particulier, qui résident en France. Bon, moi, je ne sais pas pourquoi. Moi, je n'ai jamais cherché à savoir ça. Donc, c'est comme ça. Voilà. Donc, mais pour les autres, vous allez vraiment payer en totalité, en une seule tranche. Vous allez payer une seule fois. 50 000 francs CFA pour la première partie qui va durer 2 mois. Et après la fin de la première partie, on va débuter la deuxième partie. Et avant le début de cette deuxième partie, vous devez payer pour entrer dans la deuxième partie. Qui va s'occuper dans la deuxième partie? On va faire uniquement les dépannages. C'est-à-dire, on va appliquer tout ce qu'on aura appris dans la première partie. Et nous allons travailler sur vos cartes mères, c'est-à-dire sur les cartes mères des stagiaires. La deuxième partie est très, très capitale.
Elle coûte 84 000 francs CFA. Vous pouvez convertir ça en votre monnaie. Donc, pour convertir, ce n'est pas difficile. Il y a des gens qui me demandent souvent, ça coûte combien? Moi, je suis de tel pays. Je vous ai dit, tapez, c'est simple. Sur Google, tapez, ça vous donne la réponse. Tapez juste 84 000 francs CFA, FCFA, en euros, ça va vous donner la réponse. En dollars, ça va vous donner la réponse. C'est très simple. Donc, vous n'avez pas besoin de revenir me poser cette question. Je vous ai donné la solution. Donc, voilà. Donc, cette deuxième phase est très capitale parce qu'à l'intérieur, je vais vous expliquer comment on manipule le matériel pour dépanner, pour dépanner les problèmes sur les cartes mères. C'est un matériel comme le power supply, comme la caméra thermique, comme le Michelin même évidemment dans certains cas. Et je vais vous donner également tout le matériel dont vous aurez besoin pour vraiment vous lancer et vous en sortir dans la deuxième partie. Donc, voilà comment les choses sont structurées. Donc, voilà, je viens de vous présenter la deuxième partie, la première partie, comme je vous ai dit, ça débute le 4 août. Je crois que c'est bien le 4 août, laissez-moi bien vérifier. Oui, c'est le 4 août. Le 4 août, c'est le dimanche prochain. Ça va débuter ce jour-là. Et ne prendront pas cette 24e promotion que ceux qui auront payé les 50 000 de la première phase. C'est ainsi. Voilà. Donc, je crois que je vous ai donné assez d'informations. Merci d'avoir pris part à cette phase-ci. Et j'attends vos questions là maintenant. Donc, vous avez quelques minutes pour les questions avant qu'on arrête. Donc, je vous laisse la parole. Ceux qui ont besoin de poser des questions, la parole est à vous. Moi, j'aimerais savoir la première phase dure combien de temps pour vous? La première phase dure 2 mois. La Et la première phase, deuxième phase? oui. Et la deuxième phase dure combien de temps pour vous? La deuxième phase, 3 mois, mais nous restons quand même avec ceux qui sont un peu lents à comprendre. On peut rester avec eux peut-être au moins pendant 1 année pour leur donner quand même la chance de s'en sortir finalement. On reste avec eux et puis ils sont là dans les séances pratiques. S'ils ont des cartes, ils viennent avec, on travaille jusqu'à ce qu'ils soient vraiment autonomes. On se dit quand même après avoir passé 1 année, s'ils ne s'en sortent pas, non, c'est que là, il y a quelque chose qui ne tient pas. C'est suffisant. Euh, oui, on a une autre personne. On a Lamine. Lamine, vas-y, tu peux poser ta question. Lamine, tu peux poser ta question. Tu ouvres ton micro et tu poses ta question. Sinon, oui, oui. Oui, vas-y, Lamine, Et, vas-y. et ma question, c'est sur l'aperçu que vous avez donné sur le cours, là. Au cas où, puisque vous avez dit qu'il y a des cartes où la carte graphique est inclue dans le CPU. Au cas où, si tu as un problème de carte graphique, comment euh, résoudre ce problème? Au Oui, cas nous où, si en tu as un parlons. Ah oui, je comprends. On a des cas où la graphique est intégrée dans le CPU et des cas où on a une graphique externe. La plupart des temps, le souci, c'est beaucoup plus la graphique externe. Et là, nous avons dans la deuxième partie, on en parle. Je vous explique comment faire pour contourner la graphique externe lorsqu'elle est gâtée. Parce qu'il y a des moments où vous chauffez la carte. Il y a des gens qui aiment faire ce qu'on appelle le reflow. Ils chauffent la carte graphique, ils chauffent. Parfois, ça marche. Mais à un certain moment, la carte est vraiment gâtée. Même si vous chauffez n'importe comment, ça ne fera plus rien. Vous allez donc soit faire le rébillage, ce qui sera peut-être trop coûteux pour vous. La méthode la plus simple, ce serait de contourner cette carte graphique-là. Et nous voyons ça dans la deuxième partie. Comment contourner la carte graphique. C'est dans la deuxième partie qu'on en parle. Ok, d'accord, merci. Et bon, moi, je
m'inscrire sur les cours autodidactes puisque je ne pense pas avoir le temps euh, pour les lives chaque fois. Oui. Oui, effectivement, j'en ai parlé dans le groupe. C'est pas tout le monde qui doit faire la formation en groupe, en promotion en groupe. Je vous ai dit qu'on a plusieurs options à Avenir Computer Repair. Ceux qui sont dans les promotions, ce sont ceux qui ont le temps d'être là au live pour être là. Maintenant, celui qui ne peut pas être là au live, nous avons prévu une formation pour ceux-là en autodidacte avec des vidéos de formation qui sont déjà faites pour eux. Ça leur permet de regarder ces vidéos à leur rythme et s'ils ont un souci, ils peuvent quand même m'envoyer un message et je verrai comment leur répondre. Ce n'est pas qu'on les abandonne aussi totalement, non. Mais là, ils travaillent à leur rythme, puisqu'ils ont d'autres activités également qu'ils mènent. Donc, ça permet de travailler tout en se formant. C'est ça l'avantage de la formation en autodidacte. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut aussi que vous soyez autodidacte, que vous ayez la capacité vraiment d'apprendre de vous-même. Ça devient facile à cet instant-là. Mais si vous êtes quelqu'un qui avait besoin d'être suivi, la formation en groupe vous conviendra, ou bien la formation individuelle avec suivi individuel. Il y a des gens qui veulent être suivis individuellement. Il y a donc toutes ces options-là et c'est à vous de choisir en fonction de votre situation. De votre situation. La formation autodidacte, on a deux blocs. Vous avez la formation de base qui est à 97 € et la formation complète autodidacte qui est à 199 €. Donc, il y a les deux. Et vous pouvez faire le paiement toujours de deux manières, soit directement en passant par la plateforme, soit en passant par Western Union ou bien MoneyGram. Maintenant, le deuxième type, le dernier type de formation, c'est la formation en individuel qui coûte beaucoup plus cher, mais on travaille avec vous seul. Donc, il y a plusieurs options. C'est à vous de choisir ce qui vous convient. L'avantage de la formation en groupe, c'est que vous payez en deux tranches. Vous voyez que vous payez vraiment en deux parties. Vous payez en deux parties et vous le faites en groupe. Maintenant, celui qui travaille individuellement pourra également adhérer au groupe. On permet cela également puisque il a déjà même payé déjà plus cher. Donc, on ne peut pas lui refuser d'être dans le groupe s'il le veut. Donc, s'il le veut, il peut être dans le groupe. Parce que dans le groupe également, les gens partagent souvent les différents problèmes qu'ils ont, qu'ils rencontrent, et ils s'assistent là-bas vraiment entre eux. Et le professeur parfois intervient également. Donc, vous voyez que c'est interactif. C'est interactif et c'est aussi bien parce que l'expérience compte également dans ce domaine. J'espère avoir répondu à votre question. Oui, il y a quelqu'un d'autre qui a une question là. On a Fanfan, Jérôme. Vous avez la parole. Et après ça, on passera la parole à Bernard. Jérôme, vous avez la parole. Bonjour, bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on vous attend bien, merci. Ok. Bon, si je comprends bien, au départ, il faut connaître tous les composants qui sont sur la carte mère. Mais est-ce que vous avez des sites bien spécifiques qui pourraient nous montrer et nous apprendre, on va dire ça comme ça, quels sont les composants qui sont sur la carte mère et leurs fonctions? Dans nos formations, on en parle. Et déjà sur YouTube, vous avez quelques idées par rapport à ça. Mais dans la formation, vous aurez tous les éléments par rapport à ça. Sauf si je ne comprends pas bien D'accord. votre question. Si, en fait, là, j'ai écouté la formation, on va dire ce que vous allez faire aujourd'hui. Et moi, si j'ai bien compris, c'est au départ, il faut connaître la carte mère, en fait, en gros, tous les composants de la carte mère. C'est ça justement. Et après, tu veux dire que ça, c'est la base. Et dès que on connaît tout ça, on peut déjà avoir comment on dit, un regard assez rapide sur les différentes pannes que peut avoir la carte mère. Évidemment, il faut connaître les composants d'un, de deux, connaître les différentes zones
de la carte mère et leur fonctionnement, connaître la séquence de démarrage, connaître l'alimentation de ces zones, l'activation de ces zones et comment fonctionnent tous ces périphériques qui interviennent sur la carte, les liaisons qu'il y a, tout cela est vu dans la formation et dans la première partie. Oui, il y a quelqu'un, il y a Hubert. Vous pouvez aussi poser votre question dans le chat là, comme les autres. Mais avant, on va passer quand même d'abord à Bernard. Oui, Bernard. Et, prof, j'aimerais savoir, au niveau du circuit 3 volts, 5 volts, là, lorsque la 5 volts sort au niveau de la bobine, moi j'aimerais savoir où est-ce qu'elle va. Oui, la symbole qui sort de la bobine va encore être transformée. Elle va d'abord aller alimenter les LED, elle va alimenter d'autres composants, mais elle va aller être transformée en une autre 5 volts, qui sera parfois 5 volts rond, 5 volts S0. Elle va être transformée pour alimenter maintenant d'autres ports, comme les ports USB et tout cela, et les composants comme je citais, le SATA et tout ça. Elle va aller alimenter toutes ces zones-là et alimenter d'autres puces également qui vont convertir encore cette tension de 5 volts en une autre tension, en d'autres petites tensions dont certains composants ont besoin. D'accord. Et la tension, la 5 volts qui sort au niveau de la bobine, là, il y a la tension VREF5 qui sort. Quand celle qui sort là, elle va où, prof? Ces autres tensions vont également alimenter d'autres composants. On en parle dans la formation. Elle alimente d'autres composants à part. C'est encore d'autres composants là-bas. Et il faut connaître ça parce que lorsque vous connaissez, ça vous permet de diagnostiquer facilement la zone. C'est pour ça qu'on dit qu'à la première phase, on doit découvrir comment ça fonctionne. Ça sera plus facile. Lorsque vous avez une panne, ça sera plus facile de savoir où est-ce que vous devez vous diriger. J'espère avoir répondu à votre question. Oui, prof. On a des questions dans le chat là. Je vais lire ça rapidement. Moi, je ne suis pas dans... Non, ça, c'est pas la question. Quand on s'inscrit pour la formation, ça, c'est festin. Quand on s'inscrit pour la formation, vous nous donnez les cours et vidéos. Oui, vous êtes sur la plateforme. Dans notre plateforme, vous aurez accès, Oui, ça va. vous aurez accès à vos vidéos. Dans notre plateforme, vous aurez accès à vos vidéos. Vous qui êtes inscrits, vous aurez accès à vos vidéos de formation. Il y a Ahmed qui dit d'accord, on fera l'effort d'être à temps. Est-ce qu'il y a un certificat? Oui, j'ai déjà répondu à cette question. Oui. Monsieur, donc si je comprends bien, nous devons forcément avoir les 4 mains gâtés avant de débuter la formation. Non, pas forcément. Pas forcément. Avoir les 4 mains gâtés, ce serait bien pour vous-même, pour dépanner vous-même. Donc, ce qui est sûr, avant la fin de la formation, vous ne pouvez pas manquer de vous procurer ça. Mais pas forcément au début. Par contre, dans la deuxième phase, oui. Dans la deuxième phase, oui. Avoir les 4 mains gâtés, c'est bien. Ça serait bien, puisqu'il faudra que tu dépendes ta carte toi-même. Quand tu dépends toi-même, tu as plus confiance. Donc, ça dit ta confiance va augmenter. Tu vas comprendre que c'est possible. C'est ça que nous voulons atteindre comme objectif. Parce que notre objectif à venir Computer Repair, c'est de vous rendre autonome. Vous devez être autonome. Vous devez pouvoir dépanner la carte vous-même. Voilà pourquoi nous sommes contre ceux-là qui passent le temps à venir nous dire, voilà, ma machine a tel problème. Je voudrais que tu regardes, tu me dis ceci. Nous sommes contre ça. Chacun doit être autonome. Donc, avoir les cartes gâtées est bien pour la deuxième phase. Absolument. Absolument. C'est très important. Ayez au moins même 2 ou 3. On travaille dessus, vous dépannez vous-même parce qu'on va vous guider. Et ce sera ensemble avec les autres. Et les gens vont intervenir. Le professeur sera là pour coordonner.
pour que vous arriviez jusqu'au bout. L'emploi de temps, il y a Venceslas qui dit l'emploi de temps de la formation. Oui, je l'ai dit pendant la vidéo. J'ai dit que vous allez être sur notre plateforme. Dans la plateforme, vous aurez déjà accès aux vidéos. Chaque fois, l'enseignant, le professeur va vous dire. Donc, je vais vous dire, pour cette semaine, travaillez sur les leçons 1, 2 et 3. Vous travaillez sur ces leçons. On se retrouve le dimanche en live et je réponds à vos questions. Je fais un résumé d'abord des leçons que je vous ai demandé de travailler dessus. De voir les leçons sont des vidéos en fait. Et vous allez prendre ces vidéos, travailler sur les leçons que je vous ai données. Et puis le dimanche, on se retrouve pour que je fasse un résumé de ces sujets et que je réponde à vos questions et à vos préoccupations. Voilà comment nous travaillons dans la première phase. OK. Donc, dans le chat, il n'y a plus de questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions? Sentez-vous libre de poser vos questions. Nous sommes là pour ça. Donc, dans le groupe WhatsApp, je vais vous donner le lien par lequel vous pourrez effectuer votre paiement. Je vais vous donner le lien par lequel vous pouvez effectuer le paiement. Ceux qui veulent payer par PayPal, vous allez signaler. Ceux qui veulent payer par carte Visa, vous allez signaler également. Vous pouvez payer soit par PayPal, soit par carte Visa. Soit vous pouvez payer par Western Union ou MoneyGram. Et là, je vais vous communiquer les informations pour ça. Et pour ceux qui sont au Cameroun, qui veulent payer par Orange Money ou MTN Money, vous devez me signaler. Bonjour, prof. Bonsoir, prof. Bonsoir. Je voulais un peu savoir, par exemple, lorsqu'on a nos cartes Mercurium de processeurs qui sont incorporées, comment maintenant diagnostiquer, par exemple, une fois qu'on a découvert la puce 5 volts qui alimente les processeurs et en ramenant les 5 volts, mais on parvient à comprendre que la machine ne démarre toujours pas. Est-ce qu'il y a moyen, par exemple, si on diagnostique que c'est le processeur qui est foutu, y a-t-il moyen de remplacer les microprocesseurs? Bien évidemment, il y a plusieurs types de processeurs. Il y a des processeurs qui sont en BGA et des processeurs qui sont en PGA. Donc, BGA, Ball Grade Area. Donc, ça, c'est celles qui sont fixées sur la carte. Et là-bas, pour changer le processeur, tu vas utiliser la BGA Rebooting Machine pour retirer ça. Ça coûte un peu cher, l'autre là. Maintenant, celles qui sont en PGA, celles-là, tu peux retirer sans souci. C'est les processeurs que vous retirez généralement. Vous utilisez parfois le tournevis ou quelque chose là. Vous retirez le clic là. Ça sort et puis vous pouvez changer. Ah, ok, ok. Oui, Ça va. Merci beaucoup. d'accord, je vous en prie. En tout cas, nous serons là scotchés pour la formation. Et bon, je ne suis pas trop connaisseur en ce qui concerne le cours en ligne, comment se fait le virement, le paiement. Je pense que vous allez un peu m'aider pour un peu savoir comment m'inscrire très bien. OK, OK, sans souci. Si vous avez un souci personnel, vous allez me le signaler. Personnellement, je vais vous dire ce que vous devez faire. Puisque nous avons plusieurs stagiaires partout ailleurs, dans plusieurs pays, au Congo, au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Sénégal, au Niger, au Nigeria, dans plusieurs pays, en Europe, en France, en Belgique, en Italie. On a des gens dans plusieurs pays. Il y a des zones que j'ai quand même eu à constater qui ont des difficultés pour le paiement souvent. C'est ceux parfois du Congo. Il y a certains du Congo qui ont des difficultés. Il y a ceux de Haïti également qui ont des difficultés. Certains également dans certains pays comme le Maroc, je crois bien. Il y a certains pays où la Tunisie, il y a des pays parfois où c'est pas évident de payer. Et généralement, ceux-là passent par d'autres moyens pour effectuer le paiement. Mais ceux du Congo, je crois qu'il y a des agences Western Union. Vous allez peut-être parfois vous déplacer, aller peut-être dans une ville à côté de vous où il y a Western Union. Vous allez payer dans les microfinances, là où vous voyez Western Union ou bien MoneyGram. Mais je crois que ceux du Congo, il y a un Congo là, je crois que c'est le Congo, je ne sais pas, c'est démocratique, où il y a généralement, c'est Western Union.
Parfois, je crois que là-bas, vous ne verrez pas trop MoneyGram. Oui, Seigneur, ça va passer. Ça va, Ah, ok, ça va ok. passer par là, oui. Mais parfois, ça Ok. peut vous prendre d'aller peut-être juste dans une ville voisine de vous pour le faire. Ah, ça va, ça va. Ici au Congo, quand même, j'ai une carte Visa. Mhm. Oui, ça sera plus facile par la carte Visa. Ça va, ça va. Oui, Bernard, tu as une question? Oui. Bah, monsieur, moi, il y a même deux questions, hein, monsieur. Oui, attends. Apparemment, il y a quelqu'un, comme tu avais dit ta question. Prenons d'abord la question de Bodia. Bodia, vas-y, pose ta question. Il a dit qu'il a une question. Oui, prof, bonsoir. Bonsoir. Euh, ma question va du côté graphic conversion. Oui. Par exemple, des fois, lors des pannes d'affichage, il y a des bobines qu'on enlève pour convertir. Bon, il y a une notion de UMA, des trucs comme ça, quoi, Mhm. pour donner une solution à l'affichage, quoi. Des fois, on enlève quelques résistances là sur la plaquette, c'est-à-dire on remplace les places des résistances et la panne est résolue. Votre question, c'est Donc, quoi? Mhm. oui, est-ce qu'on peut avoir une explication pour ça? J'ai dit que la formation là-dessus, on le voit dans la deuxième partie. Ah, d'accord. Je crois avoir, j'ai parlé de ça. C'est un problème réel que les gens rencontrent. On passe dans la Ok, deuxième partie. ok, d'accord. Oui, Merci. d'accord. On va passer à... Donnons la parole à ceux qui n'ont pas encore posé de questions. Bernard, on va revenir à toi. Il y a Diallo qui peut-être n'a pas encore posé de questions. Diallo, vas-y. Tu vas juste ouvrir ton micro pour parler, Diallo. On ne t'entend pas. Oui, Ok, professeur, oui, comment ça va? ça va et toi? Alhamdulillah. Moi, c'est le problème d'affichage des cartes mères qui me fatigue là. Mhm. Ouais, le problème d'affichage avec les écrans. Souvent, j'aurai un écran noir ou bien l'équilibre, ou bien un écran tout nu. On ne vous voit rien, tout bien blanc. Oui, c'est ce problème-là qui me fatigue en ce moment. Le problème d'affichage des écrans. Oui, effectivement. Bon, en fait, il y a deux grands problèmes. On a les problèmes de démarrage, on a les problèmes d'affichage. Oui. Oui, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Ce sont des problèmes que vous allez rencontrer sur les ordinateurs. Et votre préoccupation, c'est quoi? Parce que je n'ai pas compris votre question. Comme exemple, avec les cartes mères, comme Xeon Aspect 100, Xeon Aspect de dernière génération, Core 5. Maintenant, si j'allume l'ordinateur là, je vois rien, il n'y a que l'écran noir. J'ai tout fait, mais ça n'a pas. Vous voulez, si je vous comprends bien, vous voulez qu'on vous donne une orientation pour résoudre votre problème, c'est ça ou je ne comprends pas? Ouais. Oui, c'est ça. Non, ça veut dire que vous n'aviez pas bien suivi quand on a parlé au départ. On a dit, peut-être pas au départ, je crois que j'ai dit ça au milieu même de la séance. J'ai dit que c'est justement ça que nous combattons. Nous combattons, euh, nous faisons tout pour rendre les gens autonomes. Ouais, Autonome, pourquoi? Parce que regardez, si moi je dois me placer là pour, imaginez, je dois vous aider, vous, et une autre personne encore individuellement, on ne peut pas s'en sortir de cette manière. Nous, ouais, on c'est ça. vous apprend à pêcher au lieu de vous donner du poisson. Mhm. Oui, c'est la même chose que les parents parfois. La meilleure manière d'aider un enfant, c'est de l'apprendre à travailler que de lui Ouais, donner c'est ça. de l'argent chaque fois. Si vous allez lui donner l'argent chaque fois, il ne peut pas s'en sortir et vous allez même vous vider. Vous ne pourrez pas vous en Ok. sortir. Donc, c'est pour ça qu'on fait ces formations pour justement pour résoudre ce problème.
Ok, Une fois que vous aurez acquis les connaissances, vous allez pouvoir résoudre ces problèmes, vous occuper de ça vous-même. ok. Maintenant, c'est le diagnostic qui nous fatigue maintenant. Il faut, parce que avant de dépanner, il faut comprendre où se situe le problème d'abord. Voilà pourquoi la formation est là, Diallo. C'est pour ça que c'est Ok. là. Et concernant la formation individuelle, comment ça peut se faire? La formation individuelle, ça coûte 450 €. 450 euros. Oui. Pour toutes les séances ou bien? Oui, pour toute la formation. Ok. 450 euros. Oui, Ok, il n'y a pas de souci. Merci pour votre disponibilité. je vous en prie. Je crois qu'on va passer à Bernard quand même avant d'arriver à Traoré. Allons-y, Bernard. Ok. Et merci, prof. Euh, J'aimerais savoir, prof, un processeur, par exemple, qui a reçu du 19 volts ou bien qui a un court-circuit, est-ce qu'on peut le dépanner sans le changer? Ça dépendra parce que il y a des cas où les gens se disent que le processeur a reçu 19 volts, pourtant ce n'est pas le cas. Là, on peut dépanner. Mais le cas où vraiment il a reçu 19 volts, c'est qu'il est gâté, il n'y a rien à faire là-bas. S'il a vraiment reçu 19 volts, il faudrait vraiment changer le processeur, c'est qu'il est gâté. Mais il y a plusieurs personnes qui croient que ça a reçu 19 volts, pourtant ce n'est pas le cas. Mais si ça a vraiment reçu 19 volts, vous allez changer. Et j'ai encore une autre question. J'aimerais Oui. savoir un circuit, par exemple, un régulateur de tension, ou ça peut être soit un régulateur de tension, soit un MOSFET. Allô? Oui, allons-y, allons-y. Oui, un régulateur de tension, par exemple, ou bien un MOSFET qui a peut-être brûlé, prof, donc qui a cramé complètement avec ses pistes. Est-ce que c'est possible de le réparer? Je n'ai pas bien compris la question. Je n'ai pas bien compris la question. Bon, moi, en fait, j'aimerais savoir, par exemple, un régulateur de tension, par exemple, une puce comme la 3 volts, 5 volts, Oui. ou bien un MOSFET qui a brûlé, donc il a brûlé, il a cramé, juste même ses pistons ont été touchés. Est-ce que c'est possible de gérer ce cas-là? Oui, là-bas, on pourrait dire que ça dépendra de l'ampleur de la situation. Moi, j'ai déjà eu des cas comme ça que j'ai eu à résoudre, mais ça dépend vraiment de l'ampleur de la situation. Donc, on ne peut pas vraiment dire qu'ici, on peut forcément résoudre. Ça dépend de l'ampleur parce qu'il y a des couches dans le PCB. Il y a plusieurs couches. La petite plaque que vous voyez de couleur bleu foncé là, ou bien parfois vert foncé et tout, c'est ce qu'on appelle le PCB. À l'intérieur, il y a des couches et il y a des lignes de données et des lignes d'alimentation. C'est plusieurs couches avec plusieurs circuits. Donc, ce qui fait que ça dépend de l'ampleur de la situation. Donc, il faudrait vraiment voir la zone en question, examiner pour voir si plusieurs couches se sont vraiment touchées au point où on ne peut plus rien faire. Donc, c'est vraiment au cas par cas là-bas. C'est en fonction de ça qu'on peut savoir si on peut encore faire quelque chose ou pas. Parce qu'il y a des cas où on peut vraiment contourner le problème. On peut circoncire la zone et passer par d'autres moyens en faisant des câblages pour pouvoir obtenir ce qu'on veut. Donc, ça dépend de la zone et de la situation. C'est pareil pour les cas où l'ordinateur est tombé et la carte m'a pris un coup quand même, où on dirait qu'il y a une zone qui s'est un peu cassée. C'est pareil pour les cas, des situations là. Il y a des cas qu'on peut vraiment gérer. Excusez, prof, Oui. je reviens encore une fois. Bon, nous sommes un peu au Congo. Maintenant, je me pose une question par rapport aux pièces. Est-ce qu'on aura la facilité de trouver des pièces une fois qu'on a découvert qu'une des pièces est foutue et on doit la changer? Est-ce qu'il y a possibilité de trouver des pièces facilement? Parce qu'ici, chez nous, déjà avec les pièces des ordinateurs, on n'en trouve pas facilement ici. Non, justement, c'est possible. Le fait d'obtenir des pièces
c'est quelque chose que vous aurez comme difficulté, effectivement. Mais maintenant, il faudrait voir les solutions qui sont proposées à vous. Les solutions sont les suivantes. Pour les pièces, vous pouvez obtenir les pièces sur d'autres ordinateurs d'autres cartes mères d'ordinateurs qui sont gâtés, qui sont peut-être cassés, des cas comme ça, irrécupérables. Vous pouvez vous en trouver des cartes là-bas. Et vous qui êtes au Congo, vous devez juste vous déplacer chez quelqu'un qui vend, par exemple, des ordinateurs et qui a plusieurs ordinateurs qui ne fonctionnent plus et qui n'utilisent plus. Vous trouverez toujours des machines gâtées qu'il peut vous liquider. Il a déjà retiré peut-être l'écran dessus, il a retiré les RAM, il a retiré le disque dur et il vous laisse simplement la coque. Il vous laisse la coque et sa carte. Donc, vous allez trouver chez des vendeurs d'ordinateurs des choses pareilles. Ça va vous aider vraiment à avoir les puces. Vous pouvez également trouver chez d'autres personnes. Il y a d'autres personnes qui récupèrent les cartes mères gâtées, mais pour retirer plutôt d'autres éléments à l'intérieur. Ce n'est pas pour dépanner. Vous pouvez également voir cela. Ils vont vous vendre des cartes mères gâtées. Et vous pourrez retirer des composants à l'intérieur. Maintenant, si vous dépannez déjà très bien, vous avez déjà eu beaucoup de clients et tout, vous pourrez maintenant faire des commandes des cartes mères, des puces. Et nous pouvons vous aider dans ce sens-là pour avoir des puces électroniques. Et également, vous pouvez vous battre vous-même. On peut vous donner également des liens des sites où vous pouvez faire les achats de ces puces-là. C'est disponible sur Internet. Donc, vous n'êtes pas obligé de passer par nous pour ça. Mais on va vous donner des références pour vous en sortir. Et vous dire comment vous pouvez faire pour commander ces puces de manière, je peux dire, économique pour vous. Parce que ce ne sera pas une seule puce que vous allez commander. Je vais vous dire ce que vous pourrez commander qui peut vous aider. Ok, merci beaucoup. C'est ça. On va passer à Traoré. Traoré, vous avez la parole. Il y a quelqu'un dans le chat qui demande si le dépannage des tablettes est similaire aux cartes mères des laptops. Non, pas exactement, mais la formation que nous faisons peut vous ouvrir les yeux par rapport à ce domaine. Mais sinon, il y a d'autres éléments qu'il faut ajouter pour cela. Si prête à Dieu, nous sommes en train de travailler pour faire une formation générale de l'électronique générale. Mais ce n'est pas encore prêt. Donc, au moment venu, lorsque ce sera prêt, parce qu'il faut encore travailler également, même sur le laboratoire virtuel, également pour voir comment vous aider dans ce sens. Et on pourra mettre sur pied cette formation au moment venu, si plaît à Dieu. Mais c'est encore un peu lointain, ce projet. Traoré, vous ouvrez le micro, vous parlez, s'il vous plaît. Là, on ne vous entend pas. Oui. Alors, bonsoir, professeur. Bonsoir. Je voudrais encore vous dire merci pour cette opportunité de travail que vous nous offrez. Merci bien. Alors, ma question, en fait, ce n'est pas une question en tant que telle, mais je voudrais, puisque c'est ma première fois, je ne maîtrise pas cette inscription sur les Western Union, le PayPal et autres. Alors, je voudrais savoir de façon concrète. Alors, y a-t-il un numéro sur lequel on doit faire l'inscription et quel est ce numéro, si possible? Je vais vous donner les informations dans le groupe WhatsApp. Si vous êtes dans le groupe WhatsApp, vous avez les informations. Quand vous allez dans les microfinances, vous dites que vous voulez envoyer de l'argent à quelqu'un. Vous allez donner, ils vont vous demander les informations, ils vont vous demander son nom, ils vont vous demander sa ville, et ils vont vous demander son numéro de téléphone. Voilà ce qu'ils vont vous demander. Vous savez que vous allez donner les informations, mes informations du Canada. Ils vont prendre cela et puis ils vont vous permettre d'effectuer votre paiement. Vous allez payer de l'argent et vous allez avoir un reçu. Dès que vous allez remettre le reçu, vous allez donc filmer votre reçu et me renvoyer cela par WhatsApp. Une fois que vous aurez renvoyé, ce sera la preuve que vous avez fait votre paiement. Ok. Voilà, c'est ça. Merci, professeur. C'est compris. Ok.
Ok, les amis, je crois qu'on va s'arrêter là. Ce sera vraiment la dernière question qu'on va vraiment prendre. Si vous avez entre-temps d'autres questions, vous allez peut-être me le poser, peut-être individuellement après. Je vous remercie d'avoir pris part à cette séance. Vous avez donc tout le temps nécessaire pour pouvoir prendre part, effectuer votre paiement ou être inscrit pour la formation Promo 24. On se dit donc à bientôt pour la prochaine phase. Bonne soirée à vous et bonne fin de semaine.